Ma fille m'a supprimé de son mariage millionnaire et a mis mon pire cauchemar à ma place. Alors j'ai déclenché l'enfer. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique sur le bouton d'abonnement et active la cloche pour ne rien manquer de nos histoires. Ton soutien signifie tout pour nous. Si cette histoire te paraît intéressante, mets un like. J'aimerais aussi savoir de quelle ville tu es. Laisse-nous le nom de ta ville en commentaire. Maintenant, commençons l'histoire. Je m'appelle Miguel Ramirez, j'ai 54 ans. Si tu me demandes, j'ai vécu plus de vie qu'un chat. La plupart des gens me connaissent grâce à Construction Ramirez, l'entreprise que j'ai montée de mes propres mains, avec de la sueur, et je ne vais pas te mentir, pas mal de larmes. J'ai commencé avec un vieux camion et quelques ouvriers, et maintenant, eh bien, disons que mes bâtiments font partie du paysage de cette ville chaotique mais aimée, Mexico. Je suis ce qu'on appelle un homme qui s'est fait tout seul, même si, en vérité, on n'est jamais vraiment seul dans cette vie, mais ça c'est une autre histoire. L'histoire qui me brûle de l'intérieur, celle qui me vole le sommeil, c'est celle de ma fille Sophia. Sophia, ma fille unique, elle a déjà 30 ans, mais pour moi, parfois, elle reste cette petite fille de 5 ans, les yeux pleins de peur, debout à la porte pendant que sa mère. Pendant que Monica partait, elle est partie avec lui, avec Ricardo, un musicien bohème, un profiteur avec plus de charisme que de honte, qui l'a ébloui et l'a arraché à nos côtés, me laissant avec une enfant brisée et un futur incertain. Ricardo n'a même pas regardé Sophia. Je te la laisse, champion, je ne suis pas fait pour ça, ce furent ses dernières paroles pour moi, puis il a disparu. Élever Sophia seule, tout en essayant de sauver l'entreprise de construction, ça a été la bataille la plus dure de ma vie. J'ai fait ce que j'ai pu, ce que je savais faire, peut-être que je l'ai trop gâté, essayant de combler ce vide que Monica et surtout Ricardo avaient laissé. Je lui ai donné tout ce que l'argent pouvait acheter, essayant de compenser ce que je ne pouvais pas, une famille complète. Elle a grandi compliquée, intelligente, oui, belle sans doute, mais avec une tendance, comment dire, à la manipulation, que moi, dans ma cécité de père, je préférais ne pas voir. Il y a 10 ans, la vie m'a donné une seconde chance avec Elena. Elle est architecte, je l'ai rencontrée sur un projet. C'est une femme incroyable, centrée, intelligente, avec les pieds bien sur terre. Elle est mon ancre, ma paix. Mais dès le début, la relation avec Sophia a été tendue. Elena, avec son bon sens, voyait des choses en Sophia que je ne voulais pas admettre. Et Sophia voyait Elena comme une intruse, je suppose, une rivale pour mon attention et mon argent. Mais il y a 3 mois, tout semblait changer. Sophia est arrivée un dimanche radieuse, au bras de Ravière, un bon gars, architecte aussi, d'une bonne famille, les Mendoza, un peu mou peut-être, mais amoureux. Et là, elle a lâché la bombe. Papa, Elena et moi allons nous marier. J'ai ressenti une vague de bonheur pur, des larmes, des câlins. Ma Sophia semblait enfin vouloir s'installer, trouver son chemin. J'ai vu dans ce mariage une occasion en or, le moment d'effacer les conflits, de marcher avec elle vers l'autel, de me sentir, pour une fois, un père normal. Bien sûr, l'illusion n'a pas duré longtemps. Ce même après-midi, entre rire et projet, est venue la confession. Que son mariage de rêve serait dans une superbe hacienda à Morlo. Qu'il voulait des centaines d'invités. Un banquet, des fleurs. Et évidemment, il n'avait pas un sou pour payer. Sophia m'a regardé avec ses yeux de Bambi, qu'elle sait aussi utiliser. Papa, je sais que c'est beaucoup demandé, mais c'est le jour le plus important de ma vie. Et moi, le fou de toujours, j'ai cédé, le cœur sur la main, aveuglé par l'image de ma fille heureuse. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas mon amour, ton père s'en charge. Tu auras le mariage dont tu as toujours rêvé. On parlait d'environ 75 000 € pour commencer, une fortune même pour moi, mais à ce moment-là, j'aurais mis en gage jusqu'à mon âme. Sophia a pleuré, m'a serré fort dans ses bras. Merci papa, je savais que je pouvais compter sur toi, tu es le meilleur père du monde. Et moi, imbécile, je l'ai cru. Je ne savais pas que je signais ma propre condamnation à l'humiliation. À peine avais-je dit oui que Sophia s'est transformée, de la fiancée émue, en une sorte de général 5 étoiles, planifiant le débarquement de Normandie. Elle a engagé, sans même me consulter, la wedding planée la plus chère et la plus cotée de Polanco, une femme nommée Regina, avec un air de supériorité qui me crispait les nerfs. Les réunions s'enchaînaient toujours dans des cafés branchés ou au bureau de Regina. Et moi, je ne recevais que des appels pour autoriser des virements. Papa, on a vu l'hacienda, elle est divine mais un peu plus chère, tu dois donner la compte aujourd'hui même. Papy, j'ai trouvé une robe d'un designer espagnol, c'est un rêve, tu peux. Miguel, on a besoin de l'avance pour le catering, ils veulent faire une dégustation pour 80 personnes. Les dépenses explosaient comme des fusées dans une fête foraine. Le 1,5 million initial était devenu une blague. On approchait déjà les 100 000 € et le mariage était encore à plusieurs mois. Elena, avec sa prudence habituelle, essayait de me prévenir. Miguel, tu ne penses pas que Sophia exagère ?
Tu as vu la liste des invités? Tu lui as parlé du budget? Moi, têtu, je la calmais. Tranquille mon amour, c'est son jour, laisse-la profiter. Mais au fond, je commençais à ressentir un malaise. Les signes étaient là, clairs comme de l'eau, mais je refusais de les voir. Aux rares réunions où on m'invitait, plus par protocole que par autre chose, Sophia traitait Elena avec un froid glacial. Si Elena donnait son avis sur les fleurs ou la musique, Sophia l'ignorait ou répondait par un monosyllabe. Quand je demandais la liste des invités, Sophia faisait la sourde oreille. « Ah papa, c'est Regina qui s'en occupe, elle te l'enverra plus tard. » Mais ça ne venait jamais. Un jour, ma sœur et confidente, tante Isabelle, m'a appelé inquiète. Elle avait croisé Laura, la supposée meilleure amie de Sophia, au Palacio de Hierro. Isabelle, excitée, lui avait parlé de notre bonheur pour le mariage. Laura avait fait une drôle de tête. « Ah oui. Curieux. »« Curieux pourquoi ?» demanda Isabelle. Laura a répondu. « C'est que Sophia nous a dit que vous ne pourriez pas venir, qu'elle voulait éviter les énergies toxiques et les drames familiaux ce jour-là. » Isabelle est restée glacée et lui a demandé une explication. Laura, nerveuse, a dit qu'elle avait sûrement mal compris et a changé de sujet. Quand Isabelle m'a raconté ça, j'ai senti un coup dans le ventre, mais je me suis secoué. C'est sûrement une rumeur. Laura a toujours été un peu méchante. Sophia ne ferait pas ça. Quelle naïve j'étais. La graine du doute était semée. Puis est arrivé le coup final, déguisé en réconciliation. Une nuit, Sophia m'a appelé. Sa voix était étrangement douce. « Papa, j'ai quelque chose d'important à te dire. J'ai parlé avec Ricardo. » Mon sang s'est glacé. « Avec ton père biologique. »« Oui papa, il m'a cherché. Il dit qu'il est très désolé, qu'il veut rattraper le temps perdu, il veut être à mon mariage. » J'ai paniqué, une nausée froide. « Sophia, es-tu sûre? Après tout ce qu'il nous a fait ?» Sa voix a changé, elle est devenue dure. « Papa, s'il te plaît, lui aussi il a des droits, c'est mon père. Si tu m'aimes vraiment, tu dois me soutenir. Ne sois pas cruel, ne me fais pas choisir. » Encore une fois, le chantage émotionnel. Je me suis senti le méchant du film pour m'y opposer. J'ai dit, la gorge nouée. « D'accord Sophia, comme tu veux. » J'ai raccroché et je suis resté à regarder mon téléphone avec un mauvais pressentiment qui me rongeait jusqu'aux os. Quelque chose ne sentait pas bon. J'ai décidé à ce moment-là d'appeler Armando, un vieil ami, ancien flic, maintenant détective privé. Je lui ai dit, j'ai besoin que tu découvres tout ce que tu peux sur Ricardo Vargas, tout, et en toute discrétion, juste pour être sûr. Je ne savais pas à quel point cette décision serait cruciale. Les semaines suivantes furent une tornade de paiements et préparatifs où je devenais de plus en plus une figure décorative. Sophia semblait flotter dans un nuage d'organza et de champagne, tandis que je sentais un ressort se tendre en moi. Les appels d'Armando étaient sporadiques mais inquiétants. Ricardo semblait être revenu à Mexico sans €, vivant chez des amis et maintenant clairement aux dépens de Sophia. Il avait laissé derrière lui un sillage de petites dettes et de promesses brisées, mais rien encore qui justifie mes pires craintes. La bombe a explosé pour la raison la plus idiote. Mon frère Roberto, le sceptique, celui qui m'avait toujours dit que je gâtais trop Sophia, m'a appelé. Il s'était divorcé et avait une nouvelle compagne. Il voulait savoir s'il pouvait l'emmener au mariage. Bien sûr Roberto, laisse-moi prévenir, lui ai-je dit, me sentant important un instant. J'ai appelé Regina, la wedding planée, avec la certitude que donne le fait d'être celui qui paie la fête. Regina, comment ça va? Écoute, pour ajouter une personne de plus à la liste, c'est la compagne de mon frère. Silence de l'autre côté. Un long silence gênant. Monsieur Ramirez. Commença une voix qui soudain semblait tremblante. Laissez-moi vérifier, la liste est déjà fermée. Et bon, tout changement, je dois le consulter directement avec Sophia et avec monsieur Ricardo. J'ai senti comme si on m'avait jeté un seau d'eau glacée. Ricardo. Pourquoi diable dois-tu consulter Ricardo? C'est moi qui paie le mariage. Ma voix s'est élevée, je n'ai pas pu m'en empêcher. Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous, balbutia-t-elle. Ce sont les instructions que j'ai. Monsieur Ricardo est très impliqué dans les détails finaux. Je m'en fiche s'il est impliqué, ai-je explosé. Tu travailles pour moi parce que je te paie, alors tu ferais mieux de m'envoyer cette liste d'invités tout de suite, ou je te jure que non seulement j'annulerai ton contrat, mais je ferai en sorte que tu n'organises plus aucune fête dans cette ville, compris. Je savais que j'étais arrogant, mais la mention de Ricardo, liée à la résistance de Regina, avait déclenché toutes mes alarmes. Un autre silence, puis un « Oui monsieur, je vous l'envoie immédiatement ». J'ai raccroché, tremblant de rage et d'une peur horrible. Que diable se passait-il? Le mail est arrivé quelques minutes après,
Je l'ai ouvert avec des mains maladroites. Le fichier PDF a mis une éternité à charger. J'ai commencé à chercher Ramirez. Ramirez, rien. J'ai cherché mon nom, Miguel Ramirez, 0 résultat. J'ai cherché celui d'Elena, rien. Mon cœur a commencé à battre fort, douloureusement. J'ai eu du mal à respirer. Je suis retourné au début de la liste, à la section « Table d'honneur », et là, je l'ai vu. Je l'ai vu et j'ai senti le sol disparaître sous mes pieds. Père de la mariée, Monsieur Ricardo Vargas occupera la place d'honneur et accompagnera la mariée à l'hôtel. Je n'arrivais pas à y croire. J'ai relu encore et encore, cherchant une erreur, une explication, mais il n'y en avait pas. C'était réel. Et en dessous, dans une section intitulée « Protocole de sécurité », les mots qui confirmaient le cauchemar. Instruction spéciale pour l'équipe de sécurité de l'Hacienda. L'accès au site est strictement interdit à Monsieur Miguel Ramirez et Madame Elena Torres. Les codes d'accès précédents ont été désactivés. Voir photo jointe pour identification. Toute tentative d'entrée doit être immédiatement signalée à Madame Sofia Ramirez ou à Monsieur Ricardo Vargas. Je suis resté à regarder l'écran, incapable de bouger ou de respirer. Le bourdonnement dans mes oreilles était assourdissant. Ce n'était pas un oubli, ce n'était pas une erreur. C'était un coup de poignard froid et calculé dans le dos. Ma propre fille, celle que j'avais élevée, pour laquelle j'avais tout sacrifié, m'effaçait de sa vie, de son jour le plus important, et mettait à ma place l'homme qui nous avait abandonnés, le salaud qui nous avait méprisés, et elle le faisait avec mon argent. La trahison était si absolue, si monstrueuse que j'ai senti quelque chose en moi se briser à jamais. Le choc initial a laissé place à une rage glacée. J'avais besoin de comprendre, de confirmer l'inimaginable. Le premier appel fut à tante Isabelle. Je lui ai raconté d'une voix brisée ce que j'avais découvert. Elle a laissé échapper un cri étouffé. « Ce n'est pas possible, Miguel, cette fille est folle. » Alors les pièces ont commencé à s'emboîter. Isabelle m'a donné plus de détails sur la conversation avec Laura et d'autres commentaires entendus en passant. Sofia tissait depuis des mois un réseau de mensonges à la famille, aux amis, à la famille de Ravière. Elle leur avait vendu une histoire de telenovela, un père contrôlant, presque abusif, amer à cause de l'abandon de son ex, et une belle-mère manipulatrice et arriviste, Elena, qui m'avait mis contre eux. Dans cette histoire, Ricardo était le pauvre père repentant, l'homme qui revenait réclamer sa place et protéger sa fille de nous. J'ai appelé oncle Roberto. Sa réaction m'a blessé presque autant que la liste. « Miguel, calme-toi », m'a-t-il dit sur ce ton condescendant que je détestais. Peut-être que Sofia a ses raisons. Tu n'as jamais été facile, frère. Tu as toujours voulu tout contrôler. Peut-être qu'il est temps de la laisser vivre sa vie et d'accepter que Ricardo est aussi son père. Il était du côté d'elle, il avait gobé l'histoire. Je lui ai crié dessus, je l'ai traité d'imbécile, puis j'ai raccroché. J'ai même appelé le père Antonio, le curé de la famille, un homme bon qui nous connaissait depuis toujours. Il a essayé de faire la paix, il m'a dit qu'il parlerait à Sofia, qu'il devait y avoir un malentendu. Mais quelques jours plus tard, il m'a rappelé, désolé. Miguel, j'ai parlé avec elle, elle est très convaincue de sa version, elle dit des choses très dures. Prie pour elle, mon fils, et pour toi. Même lui avait buté contre le mur de Sofia. Pendant ce temps, Armando, mon détective, m'a envoyé son rapport complet. C'était pire que ce que j'imaginais. Ricardo n'était pas seulement un profiteur, c'était un escroc de bas étage. Il avait des dettes partout. Il avait trompé plusieurs femmes plus âgées et avait même une plainte pour une petite fraude à Querétaro. Armando avait découvert que Ricardo et Sofia étaient en contact depuis presque un an. Il l'avait trouvé sur les réseaux sociaux, l'avait bombardé de messages de regret, lui avait peint un monde de fantaisie. Et le pire, Armando a trouvé des preuves que Ricardo utilisait déjà le nom de mon entreprise et le mariage comme levier pour demander des prêts et conclure des affaires inexistantes. Il utilisait ma fille et ma réputation pour ses combines. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand Regina, la wedding planée, peut-être par conscience coupable ou juste pour se couvrir, m'a envoyé anonymement une chaîne d'emails. C'était des échanges entre elles, Sofia et Ricardo. J'ai lu, l'estomac noué, comment il planifiait jusqu'au moindre détail mon exclusion. Regina, assure-toi que les gardes aient des photos claires de Miguel et de sa femme, ils ne peuvent pas s'approcher à moins de 500 mètres, écrivait Sofia. Dis-leur que s'ils essaient quelque chose, ils appellent la police, je ne veux pas de scandale, mais ma sécurité passe avant tout. Mon père peut être imprévisible quand il se sent contrarié. Ricardo ajoutait. Reste tranquille ma reine, je gérerai les gorilles. Et ne t'inquiète pas pour ton papy, il sera trop occupé avec ses briques pour remarquer quoi que ce soit, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. J'ai lu comment il discutait du menu, de la musique, des fleurs, tout payé par moi,
pendant qu'ils se moquaient de mon mauvais goût et planifiaient leur grande entrée triomphale. Ils étaient cruels, calculateurs, sans pitié, et ma fille, ma Sophia, était la chef d'orchestre de cette macabre symphonie. La toile de mensonges était si vaste, si bien tissée, que j'ai compris que je ne combattais pas un malentendu, mais une trahison planifiée au millimètre près. La fille à qui j'avais tout donné était devenue ma pire ennemie. Les jours suivants sont devenus un brouillard de whisky et de douleur. Je me suis enfermé dans mon bureau, les rideaux tirés, regardant l'écran d'ordinateur avec la liste des invités gravée dans la rétine. Elena essayait de me sortir de là. Elle m'apportait de la nourriture que je ne touchais pas, me parlait avec une tendresse que je sentais ne pas mériter. Je voulais juste noyer ce mélange de colère, d'humiliation et d'une tristesse si profonde qu'elle me déchirait la poitrine. J'ai appelé Sophia des dizaines de fois. Chaque appel tombait directement sur sa messagerie. Je lui laissais des messages, au début suppliant. « Pourquoi Sophia? Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Puis furieux. « Tu es une ingrate, tu vas regretter ça. » Et enfin pathétique, des balbutiements d'un homme ivre et brisé. Les écouter maintenant me ferait honte. Après une semaine d'autodestruction, Elena m'a tenu tête. « Ça suffit Miguel », m'a-t-elle dit avec une fermeté que je lui avais rarement vue. « C'est ce qu'elle veut, te voir détruit. Ne lui fais pas ce plaisir. Lève-toi, pense, agis, pas comme un père blessé, mais comme l'homme intelligent et fort que tu es. » Ces mots, bien que durs, furent comme un choc électrique. Elle avait raison, je ne pouvais pas laisser qu'on me piétine comme ça. Je devais l'affronter. J'ai décidé d'aller à son appartement, celui à Polanco que je lui avais aidé à obtenir. Elena voulait m'accompagner, mais j'ai refusé, c'était quelque chose que je devais faire seul. Je suis arrivé un soir de semaine. Le concierge m'a regardé bizarrement, mais m'a laissé passer. Je suis monté en ascenseur, le cœur battant à tout rompre. J'ai sonné, il a tardé à ouvrir. Enfin, la voix de Ravière a retenti à l'interphone, nerveux. « Oui, qui est-ce ?»« Miguel, Ravière, j'ai besoin de parler à Sophia. » Silence. J'ai entendu des murmures. Enfin, la porte s'est entr'ouverte, c'était Ravière, pâle comme un linge. Je suis entré. Sophia était au milieu du salon, entourée de cartons d'invitation, d'échantillons de tissus et de photos d'arrangements floraux. Elle portait un pantalon de luxe et avait une expression de pur agacement. Elle ne m'a même pas salué. Elle m'a regardé de haut en bas, comme si j'étais un « qu'est-ce que tu veux ?» Elle a lâché ça avec un froid qui glaçait. J'ai essayé de garder mon calme. « Sophia, j'ai reçu la liste des invités. Peux-tu m'expliquer pourquoi ni Elena ni moi n'y sommes? Et pourquoi Ricardo va te conduire ?» Elle a laissé échapper un rire cruel et moqueur, puis a souri, un sourire que je ne lui avais jamais vu, plein de triomphe et de mépris. « Ah papa, tu viens vraiment faire un drame pour ça? Oublie ça. Au moins, Ricardo n'a jamais essayé de remplacer ma mère par la première venue. » J'ai senti un coup bas. Remplacer. Sophia, ta mère nous a abandonnés, et j'ai attendu 5 ans avant de refaire ma vie. Ricardo t'a jeté comme un chien. Ne parle pas comme ça de lui, cria-t-elle. Il a changé et au moins, lui, il me comprend. Pas comme toi, qui veut toujours tout contrôler. Alors j'ai vu sur la table basse une photo encadrée. C'était Sophia et Ricardo, souriants, enlacés. Une photo récente. Le salaud était déjà installé dans sa vie, jouant le père aimant. « Qu'est-ce que je t'ai fait, Sophia ?» ai-je demandé d'une voix brisée. « Que ai-je fait de si terrible pour mériter ça ?» Et alors elle a lâché la phrase, celle qui allait rester gravée dans ma mémoire pour toujours. Celle qui me donnerait la force de faire ce que j'ai fait après. Elle m'a regardé fixement avec ce sourire glacial et a dit « Ah papa, ne sois pas si dramatique, tu sais bien. Ça t'évitera le voyage et les ennuis. Je t'enverrai des photos si je me souviens. Tu dois comprendre, papa, que c'est ma vie, mon mariage. J'ai mis des limites, c'est sain. Toi, tu n'es que le portefeuille. » Le portefeuille. 25 ans à élever une fille, à payer ses études, ses caprices, à la sortir des ennuis, à lui offrir un niveau de vie que je n'aurais jamais imaginé, et j'étais juste le portefeuille. Ravière était à ses côtés, muet, regardant le sol, semblant se recroqueviller. J'ai regardé ma fille, cet inconnu avec ce visage, et j'ai ressenti un froid glacial. Il n'y avait plus de douleur, juste une terrible certitude. Je me suis retourné, arrivé à la porte, j'ai fait demi-tour vers Ravière. « Bonne chance, gamin », lui ai-je dit, et il y avait une vraie compassion dans ma voix. « Crois-moi, tu en auras besoin. » Et je suis parti. Pas brisé, mais avec une résolution d'acier qui se formait en moi. Le portefeuille oui, mais les portefeuilles aussi se ferment. Je suis rentré chez moi, me sentant étrangement vide, mais avec une clarté d'esprit que je n'avais pas eue depuis des semaines.
Elena m'a vu entrer et a su à l'expression de mon visage que quelque chose avait changé irrémédiablement. Je lui ai raconté la conversation, lui ai répété la phrase « Tu n'es que le portefeuille ». J'ai vu ses yeux se remplir d'indignation, mais cette fois, sa colère n'était pas explosive, elle était froide comme la mienne. Cette nuit-là, nous avons à peine dormi, nous n'avons pas beaucoup parlé, mais ce n'était pas nécessaire. Nous étions connectés sur la même fréquence de douleur et de résolution. Le lendemain matin, j'ai appelé Don Carlos, mon associé et mentor, un homme sage et pragmatique. Je lui ai raconté toute l'histoire sans rien omettre. Il a écouté en silence. « Miguel, a-t-il dit à la fin d'une voix posée, je suis désolé pour ta douleur, mais maintenant, tu dois penser avec ta tête, pas avec ton cœur. Cette situation n'est plus familiale, elle est stratégique. Si tu permets que ce mariage se fasse dans ces conditions, tu valideras sa trahison et tu établiras un précédent dangereux. Ce n'est pas une question de vengeance, c'est une question de dignité et de mettre un terme définitif. Tu dois te protéger Elena et ton patrimoine. » Ces paroles résonnaient avec ce que ressentaient Elena et moi. C'est dans cette conversation qu'est né le plan. Un plan douloureux, oui, mais nécessaire. Un plan froid et calculé. La première chose fut d'appeler ma banque. J'ai essayé d'annuler les paiements déjà faits, mais comme je le pensais, la plupart des acomptes et dépôts n'étaient plus remboursables. J'ai perdu des centaines de milliers d'euros en un instant, mais étrangement, l'argent n'était plus l'objectif, c'était l'arme, et j'allais la désactiver. Puis ont commencé les séries d'appels. Elena était à mes côtés avec un carnet, notant chaque détail, chaque confirmation. J'ai enregistré chaque conversation pour le contrôle de qualité, comme je le disais aux fournisseurs. Le premier appel fut à l'Hacienda El Ansueno. « Bonjour, ici Miguel Ramirez. J'appelle pour annuler l'événement prévu pour le samedi 15 novembre. » Il y eut surprise, des questions. « Mais monsieur, le dépôt ?» ?»« Je sais, ai-je répondu calmement. J'assume la perte. Envoyez-moi la confirmation d'annulation par email, s'il vous plaît. » Et ce fut fait. Puis le traiteur, le plus cher, un banquet pour 300 invités. Même procédure, calme, fermeté, annulation. L'homme a essayé de me persuader, parlant de dégustation de menu. « Désolé, circonstance imprévue, ai-je dit. Annulé. » Les fleurs, le décorateur vedette, le digicélèbre, le photographe des stars, le spectacle que Sofia avait exigé, un à un, tous tombèrent. Chaque appel défaisait un nœud, mais c'était aussi une douleur dans le cœur. À un moment, alors que je parlais avec la fleuriste, j'ai vu une photo de Sofia enfant sur mon bureau, souriante avec une dent en moins. J'ai douté. Faisais-je ce qu'il fallait? Étais-je aussi cruel qu'elle? Elena m'a vu hésiter. Elle a compris et m'a serré la main. Je me suis souvenu du sourire de Sofia dans son appartement. Ces mots, « Tu n'es que le portefeuille ». Le doute s'est dissipé. J'ai continué. La seule que je n'ai pas appelée, c'est Regina, la wedding planée. Elle serait la dernière à être mise au courant, de préférence quand tout le château de Nîmes s'écroulerait sur sa tête, le jour même du mariage. C'était une touche de malice, je l'admets, mais je sentais qu'elle le méritait. Puis la dernière étape, j'ai appelé Armando. Armando, j'ai besoin d'un dernier service. Tu as les infos sur Ricardo, ses dettes, ses peurs. Je veux que tu lui envoies anonymement un message, quelque chose de crédible, comme si un vieil créancier dangereux le cherchait à Mexico, ou qu'il y avait un ordre d'arrêt de Querétaro sur le point d'être exécuté, quelque chose qui le fasse disparaître vite, avant samedi. Armando a compris parfaitement. Considéré comme fait, Don Miguel. J'ai raccroché. Tout était en marche. Je ne ressentais ni joie ni satisfaction, seulement une immense fatigue et un sentiment d'inévitabilité. J'avais construit un empire, mais je n'avais pas pu construire une relation saine avec ma propre fille. Maintenant, la seule chose que je pouvais faire, c'était démolir le décor de sa trahison. Le portefeuille était bien fermé. Et la tempête approchait. Le samedi 15 novembre s'est levé ensoleillé, presque en se moquant de la tempête qui allait éclater. Elena et moi nous sommes réveillés tôt, mais nous sommes restés à la maison. L'air dans notre foyer était lourd, un mélange de tension, de tristesse et d'une étrange attente. Nous avons allumé la télévision, essayé de lire, mais c'était inutile. Toutes les 5 minutes, nos yeux se tournaient vers nos téléphones, attendant. Nous savions que l'Hacienda El Ansueno était à environ 2 heures de la ville et que les préparatifs devaient commencer tôt. Le compte à rebours avait commencé. Vers 10 heures du matin, mon téléphone a sonné, c'était Tante Isabelle. Sa voix était un tourbillon de panique et de confusion. « Miguel, tu ne vas pas croire ce qui se passe. Je suis devant l'Hacienda, ils ne laissent entrer personne. » Elle m'a raconté en bafouillant qu'elle était arrivée tôt pour aider et avait trouvé un chaos. L'équipe de Regina, la wedding planée,
se disputait violemment avec les agents de sécurité à l'entrée principale. Les gardes, impassibles, leur montraient une copie de mon mail d'annulation. L'événement a été annulé par monsieur Ramirez, répétait-il comme des automates. Regina, selon Isabelle, était au bord de la crise de nerfs, hurlant dans son téléphone, appelant Sofia, m'appelant moi. Évidemment, je n'ai pas répondu. Elle appelait Ricardo, qui ne répondait pas non plus. Merci Armando. J'ai demandé à Isabelle de me tenir informé, mais de ne pas s'impliquer. Tu ne sais rien, compris? Tu es juste une invitée surprise comme tout le monde. Vers 11 heures, Isabelle a rappelé presque en chuchotant. Sofia vient d'arriver. Mon Dieu Miguel, tu dois voir ça. Elle m'a décrit la scène. Sofia descendant d'une voiture de luxe, radieuse, dans sa robe très chère, coiffée et maquillée comme une princesse, prête pour sa séance photo. Son visage de bonheur s'est transformé en masque d'incrédulité puis de colère quand les gardes lui ont refusé l'entrée. « Vous ne savez pas qui je suis » criait-elle. « Mon père a payé pour ça, laissez-moi entrer. » Elle a commencé à pousser, à essayer de se faufiler sur un côté. Les gardes, professionnels et fermes, ont dû intervenir. Isabelle a dit que dans son hystérie, Sofia a crié une phrase ironique. « Mon père va les faire virer tous. » Et Ricardo, le nouveau père de la mariée, l'homme qui allait la conduire, brillait par son absence. Sofia, entre cris et pleurs, l'appelait désespérément encore et encore. Son appel tombait sur la messagerie. La panique commençait à la gagner. Puis arriva le gros des invités, 300 voitures de luxe essayant d'entrer par un chemin de campagne, créant un embouteillage monumental. Des hommes en costume de lin, des femmes avec des chapeaux et des robes de créateurs descendaient de leurs voitures, confus, demandant ce qui se passait. Javier, le fiancé, est arrivé avec sa famille, les Mendoza. Son visage en voyant le spectacle était un poème d'horreur et de honte. Pour mettre de l'huile sur le feu, les camions du traiteur et la camionnette des mariachis que Sofia avait engagés pour la réception sont arrivés. Personne ne les avait prévenus, ils ont aggravé le chaos en bloquant encore plus l'entrée. La scène était surréaliste, une mariée avec sa robe tachée, criant sur la sécurité, un fiancé essayant de la calmer tandis que son père le fulminait du regard, des centaines d'invités élégants errant sous le soleil sans savoir où aller, une wedding planée au bord du craquage et les mariachis, déconcertés, accordant une guitare comme si de rien n'était. Au milieu de ce cirque, Isabelle m'a raconté que Sofia s'est arrêtée, et restée immobile, regardant fixement l'entrée fermée de l'hacienda. Ses épaules ont cessé de trembler, son visage s'est durci, puis elle a commencé lentement à rire. Un rire sec et glaçant, sans joie. Elle s'est tournée vers les invités les plus proches et a dit d'une voix étrangement calme mais pleine de poison. « C'est mon père. Il a fait ça. Mon père a tout ruiné. » La bombe avait explosé et les ondes ne faisaient que commencer à se faire sentir. Dès que Sofia a prononcé ces mots, son téléphone a volé vers le mien. Elle a commencé à m'appeler compulsivement une vingtaine de fois. Je n'ai pas répondu, j'ai laissé chaque appel aller à la messagerie, imaginant sa colère impuissante de l'autre côté. Puis les messages vocaux ont commencé. Au début, c'était des cris, des insultes. « Je te déteste, tu as ruiné ma vie, tu vas payer pour ça. » Puis ils sont devenus plus menaçants, incohérents, promettant de me détruire, moi, Elena, et mon entreprise. J'ai gardé chaque message. C'était la preuve irréfutable de la personne qu'elle était devenue. Pendant ce temps, à l'hacienda, le chaos se dissipait lentement dans une atmosphère de confusion et de commérage. Les invités, voyant qu'il n'y avait pas de mariage, ont commencé à partir en murmurant, tirant leurs propres conclusions. Les Mendoza, selon Isabelle, ont presque traîné Javier après que M. Mendoza ait eu des mots très durs avec Sofia, qui ne répondait que par des insultes. La wedding planée s'est désolidarisée, montrant les contrats signés et jurant qu'elle était une victime aussi. Mais Sofia n'avait pas fini. Sa colère avait besoin d'une cible physique. Il était environ 13 heures quand les caméras de sécurité de mon quartier ont capté son arrivée. Elle portait encore sa robe de mariée, maintenant visiblement sale et déchirée en bas. Son maquillage était un désastre, mascara coulé et lèvres floues. Elle a conduit jusqu'à mon portail, et voyant que son code d'accès, que j'avais désactivé la veille au soir, ne fonctionnait pas, elle a commencé à klaxonner. Pas une fois, pas deux, elle a maintenu le klaxon, un son strident et continu qui a brisé la paix du voisinage. Plusieurs voisins sont sortis pour voir ce qui se passait. Sofia est descendue de la voiture et a commencé à crier mon nom, à insulter Elena, à frapper le portail avec ses poings. Voyant les caméras, sa rage s'est concentrée. Elle a commencé à ramasser des pierres dans le jardin et à les lancer sur les lentilles avec une précision étonnante. « Sale lâche, montre-toi, tu as ruiné ma vie et maintenant tu te caches. » Elena et moi avons tout regardé depuis le moniteur de sécurité dans mon bureau. Elle me suppliait d'éteindre l'écran, de ne pas voir ça, mais je ne pouvais pas. C'était ma fille, ma création,
et je regardais sa destruction en direct. Je ne ressentais ni plaisir ni vengeance, juste une tristesse immense et la certitude que j'avais fait ce que je pouvais, même si le prix était cette scène grotesque. La sécurité du quartier est arrivée, a essayé de la calmer, mais elle les a insultés aussi. Un voisin fatigué du scandale a appelé la police. 2 patrouilles sont arrivées en quelques minutes. Les agents, voyant une femme en robe de mariée lançant des pierres, ne savaient pas comment réagir. Ils ont essayé de lui parler, mais Sofia était hors d'elle. Quand ils ont essayé de la retenir, elle s'est débattue, criant que c'était un enlèvement, que je les avais achetés. Ils ont dû la maîtriser. Voir ma fille, ma Sofia, menottée et mise dans une voiture de police, avec sa robe déchirée et le visage déformé par la colère, c'est une image qui m'entra jusqu'à ma mort. Javier est arrivé peu après, sûrement prévenu par quelqu'un. Son visage était l'image même de l'humiliation. Il a essayé de parler aux policiers pour expliquer, mais n'a fait qu'empirer les choses. Les Mendoza sont aussi arrivés, et c'est monsieur Mendoza qui, par un appel à son avocat, a réussi à éviter que Sofia soit arrêtée, mais à condition qu'elle s'éloigne et ne cause plus de troubles. L'humiliation était totale et publique. Plusieurs voisins ont filmé avec leur téléphone. Je savais que cette nuit-là, les vidéos et les ragots allaient circuler partout. Le mariage à 1 million était devenu le scandale de l'année. Et monsieur Mendoza, avant de partir, m'a appelé. Sa voix était froide. Ramirez, je regrette profondément d'avoir connu votre fille. Mon fils ne la reverra plus. Et j'espère pour vous que vous saurez gérer les conséquences d'avoir élevé un monstre. Il a raccroché. C'était une condamnation, mais aussi étrangement une validation. Je n'étais pas le seul à voir la vérité. Les jours après le jour, j'y furent comme vivre au centre d'un tremblement de terre. Le téléphone ne cessait de sonner. L'histoire, comme prévu, s'était répandue comme une traînée de poudre, alimentée par les vidéos des voisins et les récits exagérés des invités. La famille fut le premier front de bataille. Tante Isabelle, ma lionne, est devenue ma défenseuse inconditionnelle. Elle affronta cousins, oncles et quiconque osait insinuer que j'étais le coupable. Elle racontait la vérité avec détail, y compris l'existence de Ricardo et mon exclusion de la liste. Les plus sensés comprirent et me montrèrent leur soutien. Mais oncle Roberto fut le plus difficile. Au début, il m'a appelé pour me gronder. « Tu vois ce que tu as provoqué, Miguel ? Tu as humilié ta propre fille. Ça ne se fait pas. » Il était furieux, mais sa colère dura jusqu'à ce que tante Isabelle lui envoie la vidéo de Sofia lançant des pierres et les messages vocaux menaçants. Surtout, jusqu'à ce qu'il parle avec un cousin éloigné, ami des Mendoza, qui lui raconta leur version, celle de l'horreur face au comportement de Sofia. Roberto m'a rappelé cette nuit-là. Sa voix était différente. « Frère, je suis désolé, tu avais raison. Cette fille, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais je suis désolé. » Ce fut une petite victoire, mais importante. La famille, ou du moins son noyau, commençait à se resserrer autour de moi. Le père Antonio a aussi appelé, offrant du réconfort et admettant que Sofia avait besoin d'aide professionnelle, qu'il avait sous-estimé la gravité du problème. Le deuxième front fut social et professionnel. Les rumeurs étaient toxiques. Au début, j'étais le père monstre. Puis, quand on a appris l'histoire de Ricardo et de l'exclusion, la version a changé. Mais Sofia, aidée par Laura et d'autres amis, lança une nouvelle offensive. Il disait que j'avais annulé tout parce que mon entreprise était au bord de la faillite, que je détournais des fonds, insinuant même que la vraie raison était mon racisme ou mon classisme envers la famille de Javier. Une stupidité, vu qu'Elena est d'origine libanaise et les Mendoza aussi snobs que n'importe qui. Ces rumeurs m'inquiétaient, elles pouvaient nuire à mon business. C'est là que Don Carlos est devenu précieux. « Miguel, m'a-t-il dit, a une vipère, on ne marche pas dessus, on l'ignore ou on lui coupe la tête. Avec intelligence, pas de déclaration publique, mais une stratégie interne et sélective. » Suivant son conseil, j'ai réuni mes employés clés et leur ai expliqué sincèrement, mais sans détails sordides, que je traversais une situation familiale difficile et que toute rumeur sur l'entreprise était fausse. Je leur ai demandé loyauté et confiance. Ça a marché. Puis j'ai parlé personnellement à mes clients et partenaires importants, leur assurant la solidité de l'entreprise et les remerciant de leur soutien. La plupart m'ont cru malgré les pires rumeurs. Mon avocat a envoyé quelques lettres amicales, avertissant des conséquences légales de la diffamation. Le feu a commencé à s'apaiser. Entre-temps, j'ai appris par tante Isabelle que Sofia et Javier avaient fait une cérémonie civile presque clandestine, quelques semaines plus tard. Ils n'étaient qu'une dizaine. Ni les Mendoza, ni oncle Roberto, ni Ricardo, qui restait l'introuvable, n'étaient présents. C'était un mariage triste, reflet du désastre. Un jour, le père de Javier, monsieur Mendoza, m'a demandé une réunion. C'était dans un club privé, un lieu neutre.
Il a été étonnamment franc. Il m'a dit que Javier était dévasté, mais que, comme famille, il ne pouvait pas permettre que Sofia continue dans sa vie. Puis il m'a fait une demande inattendue. Il m'a raconté que Sofia harcelait Javier, le menaçant de le dénoncer pour mauvais traitement s'il ne revenait pas avec elle et ne la soutenait pas financièrement. Il m'a demandé si j'avais des preuves du caractère de Sofia qui pourraient aider Javier à se protéger légalement. Ce fut une décision difficile, mais Javier, malgré sa faiblesse, était aussi une victime. J'ai dit à M. Mendoza que j'avais quelque chose et que j'allais consulter mon avocat. La guerre semblait loin d'être finie, mais les alliances changeaient de façon inattendue, et moi, bien que blessé, je commençais à jouer mes cartes avec plus d'intelligence. La demande de M. Mendoza m'a fait réfléchir. Je devais utiliser les messages et les enregistrements contre ma propre fille. C'était une limite que je ne voulais pas franchir, mais Javier était acculé. J'ai décidé d'attendre, de voir comment les choses évoluaient. Je n'ai pas attendu longtemps. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu, c'était Javier. Sa voix sonnait désespérée. « Don Miguel, j'ai besoin de le voir, c'est urgent. » Nous nous sommes vus dans un café discret. Le garçon était un paquet de nerfs. Il m'a raconté que Sofia était devenue un enfer. Elle ne se contentait pas de le menacer, elle avait vidé un compte commun, utilisé ses cartes, et pire, elle avait commencé à insinuer que s'il ne faisait pas ce qu'elle voulait, quelque chose de mauvais pourrait arriver à ses parents ou à Elena. Quand j'ai entendu ça, un frisson m'a parcouru. Ce n'était plus une crise passagère, c'était dangereux. Javier m'a montré des messages, m'a raconté des scènes violentes et m'a supplié de l'aider. Elle n'a peur que de vous, Don Miguel. Si vous parlez avec elle. J'ai accepté, mais à mes conditions. Je savais que je ne pouvais pas y aller seul ni sans protection. J'ai demandé à Elena de m'accompagner, mais d'attendre dans la voiture pas loin, et j'ai décidé d'emmener un petit enregistreur numérique. Si Sofia revenait à la menace, j'aurais des preuves. Je l'ai rencontrée dans un parc public, en plein jour. Elle est arrivée à l'heure, mais son apparence m'a choqué. Elle avait perdu du poids, des cernes profondes, un regard dur, presque sauvage. Elle s'est assise en face de moi, défiant. J'ai essayé d'être gentil, de lui parler d'aide, des conséquences de ses actes. Elle a ri. Aide. Celui qui a besoin d'aide, c'est toi, vieux ridicule, tu m'as tout pris. Elle a commencé à me blâmer pour tout, pour son mariage raté, pour que Javier l'ait quitté, pour l'abandon de Ricardo, même pour le départ de sa mère. C'était un tourbillon de haine et d'apitoiement sur soi. Puis, voyant que je ne cédais pas à ses exigences, qu'elle me rende l'argent du mariage, qu'elle force Javier à revenir, ses yeux se sont allumés d'une lumière vraiment terrifiante. Elle s'est penchée sur la table et a chuchoté. « Écoute-moi bien, tu ferais mieux de faire ce que je dis, sinon cette petite femme que tu as, cette architecte de pacotille, elle va regretter d'être passée sur mon chemin. Je te jure que je vais la détruire, je vais lui faire regretter d'être née. » L'enregistreur fonctionnait. Elle avait franchi la ligne. Je me suis levé avec un calme que je ne me savais pas. « C'est fini, Sofia, lui ai-je dit d'une voix étrange, lointaine. Tu es allé trop loin. Cherche de l'aide professionnelle ou la prochaine fois qu'on se verra, ce sera au tribunal. Je ne peux plus rien faire pour toi. Adieu. » Je me suis retourné et suis parti sans regarder en arrière. J'ai remis l'enregistrement à mon avocat et par son intermédiaire, nous l'avons fait parvenir à l'avocat des Mendoza. Avec cette preuve, Javier a pu obtenir une ordonnance restrictive. Sofia, se voyant complètement acculée, sans argent et sans alliés, a touché le fond. C'est tante Isabelle, avec une patience infinie, qui l'a convaincue d'entrer dans une clinique pour recevoir une aide psychiatrique. Cela fait 1 an, Sofia est toujours en thérapie. Elle m'a envoyé quelques lettres écrites d'une écriture tremblante. Elle demande pardon, mais il reste des traces de ses anciennes manipulations. Je les lis, et j'ai une pointe de cette vieille tristesse, mais je ne réponds pas. Je sais que la guérison est son chemin et que je ne peux plus le parcourir pour elle. Oncle Roberto est devenu mon meilleur ami. Don Carlos continue de me guider. Les Mendoza m'ont envoyé une note de remerciement. Elena et moi avons trouvé une nouvelle paix, une paix plus mûre, forgée dans l'adversité. Parfois, je regarde en arrière et je me demande si j'aurais pu faire les choses autrement. Peut-être. Mais j'ai appris que l'amour, parfois, signifie tracer une ligne dans le sable, protéger sa propre dignité, sa propre paix, même si ça veut dire lâcher ceux qu'on aime le plus. La nuit dernière, nous dînions sur la terrasse. Le ciel de la ville était étoilé. Nous rions pour une bêtise. Mon téléphone a sonné, c'était un numéro inconnu. J'ai regardé Elena, elle m'a souri. Je lui ai rendu son sourire et j'ai rejeté l'appel. J'avais appris. Je n'étais plus seulement le portefeuille. J'étais Miguel Ramirez, et pour la première fois depuis longtemps, j'étais maître de ma propre vie.
L'enfer était passé, et même si les cicatrices restaient, nous avions survécu, et parfois, c'est plus que suffisant.